Donc la rencontre avec la drogue pour les jeunes se fait en groupe généralement. On ne pense pas qu'un dealer, moustache noire, se cachant derrière les arbres, va aborder les enfants dans un endroit caché. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant parce que les parents ne se méfient pas. En général, donc, c'est un copain. Il l'appelle le copain qui dépanne. Donc, c'est au cours d'une soirée que les produits seront présentés aux jeunes et c'est au cours d'une soirée que peut-être la consommation va commencer. Nous rencontrons beaucoup de jeunes, personnellement j'en accompagne quelques-uns. Les consommations chez les enfants les plus jeunes, ça a été Tiffaine 10 ans et demi, Emmanuel 9 ans. Donc on est vraiment chez des enfants qui sont naïfs, fragiles, à qui on dit par exemple, est-ce que tu ne veux pas goûter à la cigarette du bonheur? Moi, si on me propose la cigarette du bonheur, si tant est qu'un produit peut me donner le bonheur, pourquoi pas? Mais ça n'existe pas et c'est ça qu'il faut leur expliquer. Donc, un jeune aborde le problème de la présentation, ces produits-là, il les aborde de façon naïve pour faire comme les copains, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, dans un premier temps, c'est vrai que ça les rend euphoriques, ils se sont désinhibés complètement, ils peuvent faire les fous, ils s'amusent entre eux, ils ont l'impression qu'ils sont bien entre eux, qu'ils partagent. Or, ils ne partagent rien. Parce que dans un groupe qui fume un pétard, eh bien, chacun est dans son coin très rapidement. Quand ils rient ensemble, mais ils rient de façon mécanique, comme je l'ai expliqué, ce fou rire, ce rire un peu fou, et ils ne partagent rien. Mais dans un premier temps, c'est plutôt sympa. D'autant plus que, comme je l'ai expliqué, les résultats scolaires ne s'en trouvent pas affectés, on est bien avec les copains, etc. Et puis ça embête les parents, enfin on a l'air de transgresser les règles de milieu familial, donc on est bon, on est fort quelque part. Et ça se passe donc bien dans un premier temps, mais quand les choses se gâtent, quand ça bascule. Et là, la vie de famille s'en trouve bouleversée. Quand on réussit à identifier l'ennemi, quand on réussit à l'identifier, puisque dans un premier temps, on peut confondre les troubles du comportement du jeune à ce moment-là avec les troubles de l'adolescence, mais quand on identifie l'ennemi, on n'est pas plus avancé pour cela. Les rapports familiaux s'en trouvent bouleversés, le rapport aux parents n'est plus le même. La poursuite du plaisir et la recherche du produit deviennent primordiaux. Le reste, ça passe au second plan. Donc on arrive à des dérapages dans les propos qui sont tenus en famille, le jeune devient agressif, il perd ses repères, il a des mots violents vis-à-vis de ses parents, on ne le reconnaît pas. Je le sais, hein, je l'ai vécu moi aussi avec mon fils. On ne comprend pas. Il est révolté, il est agressif et on ne comprend pas ce qui se passe. Et alors quelque chose qui est complètement passé à la trappe en général, c'est le reste de la famille. On parle des parents parce que les parents sont malheureux, ils sont en première ligne. Le jeune essaye de faire des alliés ou du père ou de la mère, en disant que s'ils consomment, de toute façon, c'est la faute des parents. Parce que la mère a été trop permissive ou pas assez, et le père, enfin, de toute façon, quoi qu'on ait fait, on est mis en difficulté. Donc, la vie de famille devient très très difficile. Et il y a alors la fratrie. Et il faut s'occuper des frères et sœurs. Quand je dis ça devant des jeunes, j'ai tout de suite 5 jeunes qui se mettent à pleurer. On oublie toujours les frères et sœurs. Et moi, je sais très bien que dans ma famille, mon autre fils et ma fille ont vraiment souffert de la situation quand mon fils était consommateur de drogue et quand nous nous opposions. Cette partie-là, c'est terrible. À ce moment-là, il n'y a presque plus de solution. Le jeune admet sa consommation, mais en disant que c'est rien, que c'est pas grave. Il ne faut pas arriver jusque-là. C'est pour ça que les parents doivent être bien informés pour en discuter avant et ne pas en arriver là. Mais quand on en arrive là, il faut continuer à discuter et à maintenir les repères. Mais il faut s'occuper aussi des frères et sœurs. Et le couple doit s'occuper, l'homme de sa femme et la femme de son mari. Parce que sinon, j'ai trop assisté à des divorces, à des fugues des frères et sœurs. La vie de famille s'en trouve empoisonnée. Et puis, il faut être unis, il faut être fort pour le moment où le jeune voudra sortir de son problème.
parce que ça arrivera peut-être. Moi, j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai réussi à mettre en mots ma misère dans mon premier livre, Lâche ta drogue. Mais le livre à moi, je suis désolée, je suis obligée de parler de ça, mais le livre qui m'aide à sortir les jeunes de la drogue, c'est mon second livre, l'histoire de Christine. Christine est une jeune fille que j'ai rencontrée, qui était sortie de la drogue, et que pourtant la drogue a tué. Et grâce à sa maman, j'ai pu récupérer son journal intime, et j'en ai fait un livre, et quand les jeunes lisent ce livre, ils m'appellent au secours. C'est extraordinaire. Et évidemment que je ne peux pas, et nous ne pouvons pas travailler avec ces jeunes sans eux et sans les parents, et sans s'entourer aussi d'une équipe autour de nous. Nous avons des médecins, nous avons un policier qui nous aide beaucoup dans cette action-là. Il faut tous s'y mettre, et c'est vraiment un travail de longue haleine. La rupture est difficile. On me dit par exemple qu'avec le cannabis, il n'y a pas de dépendance physique, il n'y en a pas. Eh bien, peut-être, mais enfin, quand un jeune arrête avec une grosse consommation de cannabis et qu'il arrête, eh bien, pendant quelques jours, il ne peut pas dormir, pendant quelques mois, il devient parano. Bon, il y a quand même un syndrome de sevrage. Alors, si ce n'est pas cela, la dépendance physique, qu'on me dise ce que c'est. Donc, tous les produits sont dangereux. Et puis, il ne faut pas parler de drogue douce, ça n'existe pas. La drogue, c'est un produit qui se fixe dans le cerveau et qui change le comportement. Donc, ce sont des produits dangereux, ce sont des produits psychotropes. À Fréjus, nous avons fondé une association, ce sont des parents qui ont fondé une association qui s'appelle Pour une jeunesse sans drogue. Alors, nous faisons de l'information auprès des élèves, nous faisons des actions dans les établissements scolaires, mais nous faisons aussi des formations pour les parents, à la demande des parents. Et quand nous faisons une formation, en général, ce sont des parents qui ont déjà rencontré ce problème auprès de leurs enfants. Et on fait un tour de table, on en fait un groupe de parole. Et on leur demande de s'exprimer. Et c'est vraiment un bonheur de les voir enfin pouvoir mettre des mots. Ils pleurent quelquefois, mais quelquefois ils sont quand même dans le partage et ils se rendent compte qu'enfin ils ne sont pas seuls. Car on est très seuls dans les familles pour la drogue. Une des grandes demandes des parents, c'est de parler des produits. Ils disent, mais c'est comment un pétard? Et puis, ça ressemble à quoi? Et nous répugnons souvent à parler des produits, à faire le catalogue des produits. Parce que, bon, nous expliquons aux parents que l'odeur de la cigarette, c'est un petit peu du pétard, c'est un petit peu l'odeur de l'eucalyptus, c'est pas tout à fait une cigarette comme les autres, elle n'a pas tout à fait la même forme. On leur dit tout ça. Quant à parler des produits eux-mêmes, nous avons un petit peu de mal à entrer dans ce registre-là parce qu'il n'y a pas d'intérêt à cela. Il faut leur dire bien sûr à quoi ça ressemble, ce que c'est, mais pour le reste, c'est facile de s'informer.